3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est avec nous ce soir, le président de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Thibaut Preben de nous accompagner également. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Directeur général adjoint de la financière Arbevel. Et Paul Jackson avec nous également au plateau. Bonsoir Paul. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable mondial de la recherche et de l'allocation d'actifs d'Invesco. Obsession inflation, Paul, ça reste l'obsession permanente des investisseurs à ce stade. Après 7 mois de désinflation pour l'inflation globale aux États-Unis, qu'on retrouve donc à 6,4% en janvier sur un an. Quels sont les enseignements que ce dernier rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis apporte à la lecture de la toile de fond, de la big picture qu'on a en tête sur cette désinflation américaine ? Je crois que la désinflation est toujours en vigueur. Il est clair que le chiffre de 6,4, c'est décevant. Mais en fait, l'inflation sur le mois de 0,5, c'était comme attendu. Et la raison pour laquelle il y a une déception sur le chiffre sur 12 mois, c'est parce qu'il y avait des révisions sur les mois précédents. Et en fait, ces révisions étaient déjà connues. Donc, je crois que c'est pour ça que la réaction dans le marché n'est pas aussi importante que ça. C'était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux. Pourquoi est-ce qu'on avait ce 0,5 en janvier? C'était quelque part à cause d'une hausse du prix du baril, qui, à mon avis, c'est quelque chose de temporaire. Donc, un prix de l'énergie qui était remonté un peu. Mais aussi, il y a toujours une augmentation importante côté coût d'habitation. Oui. Le shelter, le logement, exactement. Et en fait, le composant shelter, c'était responsable pour à peu près la moitié de l'augmentation dans le mois. Mais ce composant qui est très important, ça fait un tiers de l'indice. Ce composant suit avec un lag, suit le mouvement des prix des habitations. Et comme les prix d'habitation sont en train de descendre, donc il y a une baisse dans ces prix en ce moment, je crois que dans quelques mois, dans les trimestres à venir, il y aura une baisse de l'inflation dans ce composant très important. Et on voit déjà il y a une baisse dans l'inflation des salaires. À mon avis, on va continuer à observer une descente dans le taux d'inflation. Donc le phénomène est bien enclenché, ce phénomène de désinflation, j'entends. Jusqu'où est-ce que vous le voyez se prolonger aujourd'hui, Paul? Est-ce qu'on rentre dans une phase un peu plus difficile? Passer de 9 à 6, c'était la partie facile, estiment certains. Quand on arrive à ces niveaux d'inflation collante, peut-être encore un peu sticky, c'est peut-être plus difficile d'imaginer encore des surprises positives sur le front de la désinflation? Déjà, si on regarde l'inflation des prix des matières premières, il commence à passer, sur 12 mois, il commence à passer négatif. Et ça va continuer, ça va devenir encore plus négatif. Donc, quand on regarde l'inflation sur 12 mois, à mon avis, ça va continuer à descendre. Et je suis convaincu que l'inflation dans l'ensemble va descendre plus bas que l'inflation corps. D'accord. Et j'attends que l'inflation corps aux US sera moins de 4% à la fin de l'année. Donc pour moi, il y aura des mouvements assez importants à venir. L'inflation cœur, alors il y a plein de mesures, il y a du core CPI, du super core, etc. Mais l'inflation core CPI est à 5,6% sur un an, quand elle était encore à 5,7%, c'est-à-dire assez proche de ces niveaux le mois précédent. Que nous apporte ce chiffre dans la lecture globale qu'on fait de l'inflation aux États-Unis? Et est-ce qu'il y a des chances, de bonnes chances, qu'on soit encore surpris positivement par la désinflation devant nous aux États-Unis, Thibaut? Déjà, je pense qu'on n'est pas surpris. Ça fait 2 mois d'affilée qu'on a des chiffres qui, à part des révisions méthodologiques qui étaient déjà évoquées, qui sont d'ailleurs légitimes, on a des chiffres qui sont extrêmement près de ce qu'on avait. On a vécu des mois l'année dernière, on avait des 0,3, des 0,4 d'écart. Enfin, on a connu des vrais swings. Là, on a une histoire qu'on connaît qui est basée sur 3 éléments. Un élément de long terme qui est ce qu'on appelle les effets de base, c'est-à-dire qu'il y a un an, les prix ont énormément monté. Donc plus on va avancer, plus on va se comparer sur un an à des prix qui sont de plus en plus hauts, donc plus on va être bas. Bon, ça pourrait sembler idiot, mais comme maintenant on a une inflation mensuelle qui commence à être assez bas,
Les banquiers centraux eux-mêmes ont dit oui, mais regardez, sur un an, on est encore à 5, 6, 7. Donc quelque part, ils se sont un peu piégés avec ça. Donc là, maintenant, on va se retrouver avec des chiffres beaucoup plus bas. La deuxième histoire qu'on connaît, effectivement, c'est cette histoire que vous évoquez très justement, qui est celle des prix du logement, qui reste assez élevés et qui, sur les derniers mois, font 100% de l'inflation core. Hein. Donc, je veux dire, comme c'est des effets retardés, on a une inflation qui est élevée, mais qui est à 100% basée sur les trucs retardés. C'est pas très séduisant. Puis la dernière histoire, c'est quand même des prix des biens qui baissent. Ça, les prix des biens qui baissent, 1 mois, 2 mois, ça va. On voit bien qu'on a des prix du fret, un certain nombre de prix de matières premières qui ont baissé, donc c'est légitime. On sait aussi qu'il y a un petit risque de spirale au bout d'un moment. C'est-à-dire quand les prix baissent tout le temps, au bout d'un moment, on n'achète plus. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller qui peut aussi faire bouger les banques centrales. Donc en fait, l'histoire sur les derniers mois, elle n'a pas tellement changé. On observe quand même que sur certains indicateurs, PMI ou autres, les indicateurs d'inflation associés ont arrêté de baisser tout le temps. Donc on voit que l'histoire va commencer probablement à se stabiliser un peu. Mais je pense que malgré tout, c'est quelque part des risques qu'il y avait aujourd'hui, qui sont un peu passés. Quand on a des chiffres en janvier, parfois, on l'a vu sur les jobs, on peut avoir 300 000 ou 400 000 de plus. On a des révisions massives. Beaucoup de prix sont refixés en janvier, donc c'était un peu un mois de danger. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, quelque part, on avait un danger qu'on a évité. Pour le reste, sur l'histoire, il ne se passe pas grand-chose. C'est notre métier de le commenter, de le regarder, mais on a une volatilité qui est assez faible. L'histoire de fond. Non, l'histoire de fond aujourd'hui, elle est globalement assez inchangée. Je disais en rigolant, le marché a survécu à ce rapport, mais parce qu'effectivement, c'était peut-être un peu le rapport tricky pour le marché après plusieurs mois de désinflation. Ça pouvait être un truc vraiment casse-gueule et que ça l'a pas été. Vous dites déflation dans les biens ou désinflation, peut-être même déflation sur certains biens year on year. Thibault, on n'est pas à l'abri de se retrouver dans quelques mois avec une conversation beaucoup plus équilibrée entre le phénomène inflationniste qu'on continuera sans doute de commander et un retour de pression déflationniste ou désinflationniste qu'il faudrait à nouveau intégrer dans la balance? On n'en est pas là, mais ce qu'on constate quand même, c'est que la plupart des sociétés maintenant se comparent à 2019, en disant que les années 20, 21 ont été des années très irrégulières dans les zones ouvertes ou pas. Quand on regarde 2019, on se rend compte qu'on arrive au même niveau de PIB, en termes de tendance, qu'on a des matières premières qui sont pas loin de revenir au niveau qu'on avait pré-crise, que même en termes de dette sur PIB, avec l'inflation qui fait baisser les ratios, on n'est pas si loin. Si on intègre les éléments neutralisés par les banques centrales, on est même carrément en dessous. Donc à part les consommations de gaz et de pétrole, qui restent sur des tendances qui, elles, sont un peu sorties, on est un peu au même niveau. Or, on parlait quoi? On parlait de déflation en Europe. Les États-Unis ont une dizaine d'années démographiques de retard sur nous, dans cette idée d'avoir ces éléments déflationnistes. Ils vont peut-être arriver à des saturations du marché de l'emploi et des difficultés de consommation, parce que le nombre de consommateurs va commencer à arrêter d'augmenter. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que parler de déflation aux États-Unis, ça serait provocateur et probablement pas légitime. En revanche, parler effectivement d'un rapport plus équilibré entre les risques inflationnistes et les risques déflationnistes est peut-être quelque chose qui commence à rentrer un peu chez les banquiers centraux. Aujourd'hui, ils voient plutôt, ils l'ont dit très clairement encore il y a quelques heures, un risque plus important dans la partie inflation, donc le risque de ne pas en faire assez. C'est quelque chose qui est en train quand même de construire un équilibre un peu différent de ce qui était avant. Je ne serais pas surpris effectivement que ce soit une discussion qui soit un peu plus équilibrée dans les mois à venir à nouveau. Bon, c'est un pivot, quoi. Enfin, c'est une étape, c'est un pivot en séquentiel, quoi. Le marché, il a déjà fait son pivot. En réalité. La question, c'est à quel moment la Banque centrale le fait. Aujourd'hui, l'étonnement, il est, et je terminerai là-dessus, un point très simple qui pour nous est fondamental. Démographiquement, on a passé un cap de non-renouvellement des générations qui fait que le nombre d'arrivants sur le marché de l'emploi va être très fortement inférieur aux partants pour les 25 prochaines années. Dans ce cadre-là, faire remonter un taux de chômage, c'est très difficile. Et nous, je vends cette théorie, d'ailleurs, y compris sur ce plateau depuis des mois, qui est de dire on peut avoir une inflation qui baisse sans que le chômage remonte. Parce qu'effectivement, les gens consomment pourquoi? Ils consomment parce qu'ils sont de moins en moins en risque de perte d'emploi. Donc, ils n'ont pas peur de consommer. Ça va avec de moins en moins d'arrivants, donc de moins en moins de nouveaux consommateurs, ce qui n'est pas très inflationniste. Oui, pas très inflationniste, mais ça ne nous ramène pas non plus au monde d'avant. Avec ce déséquilibre de la force de travail par rapport à la demande de travail, ça maintient quand même un petit filet de pression inflationniste permanent? Non, pas évident? Vous pourriez essayer de vendre le fait que l'Allemagne des années 70 et le Japon des années 80 est fondamentalement très inflationniste, puisque c'est exactement ce qu'on a connu sur les marchés de l'emploi. Ce que l'histoire montre, c'est que c'est plutôt un manque de demande, au bout d'un moment, qui n'est pas inflationniste, et que comme on est toujours dans une compétition internationale, la difficulté de main-d'œuvre passe souvent plus par une résolution, par l'automatisation que par les hausses de salaire. Donc à débattre, mais il me semble qu'en tout cas, l'idée fondamentale il y a 6 mois, comme quoi on allait forcément avoir des fortes hausses de chômage si on voulait juguler l'inflation, me semble aujourd'hui un truc qui est de plus en plus discutable.
Bon, vos commentaires sur ce phénomène désinflationniste désormais Compléter, parce que beaucoup de choses ont été dites quand même. Bien sûr, François. Mais on peut attaquer le marché aussi, hein, parce que... La vision est assez proche, c'est-à-dire qu'on avait ce sentiment qu'il y aurait une inflation qui allait descendre à un rythme qui nous paraissait important, et on pense que ça va continuer, donc je partage à peu près votre vision. Je pensais d'ailleurs, et pour le coup je suis détrompé par les chiffres qui ont été publiés là, qu'on aurait peut-être plus d'à-coups dans cette détente que ce que l'on vit, parce qu'au final, c'est assez linéaire, mesuré, prévisible. On n'a pas de sursaut. Et je pense que c'est quelque chose qui reste encore possible. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir quand même, au long de ce chemin et au cours de cette année 2020. On a recommencé à s'inquiéter parce qu'on a vu le prix des voitures usées repartir à la hausse sur quelques semaines. 200 thermomètres. Voilà, c'était l'indicateur clé de l'inflation Covid, le prix des voitures d'occasion. On la connaît, si on met 200 indicateurs, on va forcément regarder un ou deux qui vont être alarmistes. Mais globalement, c'est clair qu'on pensait que cette désinflation serait très forte, très rapide, mais qu'il y aurait des paliers, des à-coups. Ouais. Et pour l'instant, on ne les voit pas vraiment. Voilà, ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est qu'effectivement, si on regarde par rapport à ça les anticipations, notamment des hausses de taux de la Réserve fédérale pour les prochains mois, on arrive à juin avec un marché qui price à peu près 50% de chances qu'il y ait une hausse de taux et 50% de chances qu'il n'y en ait pas. Donc ça veut dire quand même que le point d'inflation qui a été noté, on est arrivé pas loin des niveaux qui étaient ceux qui avaient été prévus il y a quelques mois. Donc plutôt le sentiment côté investisseur, et c'est peut-être un des facteurs en tout cas qui amène cette faible volatilité sur le marché, que le chemin avait été plutôt bien balisé finalement par les banquiers centraux, qu'ils délivrent avec beaucoup de retard, on peut les critiquer sur plein de choses, mais toujours dans le contexte d'un chemin extrêmement balisé, sans prendre à revers les anticipations du marché, particulièrement en tout cas de manière négative, on n'a pas eu ça. Et donc c'est plutôt finalement ce qui explique que quand il y a un discours où quelques mots négatifs sortent de la bouche des banquiers centraux, finalement, le marché a une interprétation relativement encore favorable de cela, et ça ne coupe pas l'élan actuel qu'on a sur les différents indices. Et c'est assez flagrant, parce que, sincèrement, il y a des paroles qu'on a entendues dans la bouche des banquiers centraux, où on arrive à l'ouverture en se disant, mais ça risque d'être un petit peu chahuté ce matin, et en fait, ça dure 2-3 heures, et encore, c'est des replis mesurés, et on est avalé avec l'ouverture américaine en fin de séance. Donc c'est juste pour dire simplement ça. Je pensais qu'il y aurait plus de volatilité dans ce schéma de baisse de l'inflation. Je pense que ce n'est pas écrit qu'il n'y en ait pas à un moment donné, mais globalement, je partage l'avis des personnes ici sur le plateau sur le fait qu'on aura une désinflation rapide aux États-Unis et qu'on devrait arriver rapidement à soulager en tout cas la pression qui a été mise sur les banques centrales sur cette période. On reviendra plus précisément sur le marché, mais donc, parce que je lis beaucoup le marché action ou même le marché obligataire ignore l'inflation, le marché est déconnecté de la réalité économique. On l'entend en permanence, mais là, je trouve qu'on l'entend beaucoup. Le marché ignore l'inflation. Non ? Est-ce que l'inflation est un facteur extrêmement négatif à ces niveaux-là pour les marchés et pour les entreprises ? Je n'en suis pas persuadé. On voit même quelques attitudes opportunistes de la part d'entreprises qui ont des prix à la production qu'on voit décliner gentiment et des prix de vente qui montent, ce qu'on appelle de la marge. Moi, je n'ai pas une vision aussi négative que ça de l'inflation sur les entreprises. Et puis, il faut quand même avouer que 2022 est un exercice, et notamment en Europe, assez extraordinaire en termes de profit. Non seulement sur le fond du business, mais également grâce à des gains de change qui ont été significatifs en 2022 pour les entreprises européennes. Ça a participé beaucoup à la révision des profits. Et que donc on attaque 2023 avec des publications qui ont été faites là ou qui sont en train d'être finalisées extrêmement hautes par rapport aux attentes, avec énormément de distribution de dividendes qui va intervenir au courant du premier semestre, avec des plans de rachat d'actions qui visiblement, politiquement, dans cette période, ont l'air de passer mieux, notamment en France, que les... Parce que je crois qu'ils n'ont pas encore capté le truc. Mais, mais... Je pense que le storytelling politique s'est pas encore adapté à la nouvelle manière de rendre aux actionnaires c'est une mode américaine une partie du cash flow. Pour difficulté en Europe, particulièrement. C'est déjà plus visible aux US. Ça va constituer des choses très importantes. Et c'est évident qu'on est dans une période où, en tout cas, du point de vue des flux sur les marchés, on va avoir
un acheteur naturel que sont les entreprises pour elles-mêmes. Paul, je reviens quand même sur la situation américaine, là, dans le sillage du schéma que proposait Thibault, notamment. Donc alors, l'idée du soft landing, c'est une probabilité que vous estimez comment aujourd'hui? Est-ce que c'est une probabilité qui monte, qui a tendance à augmenter? J'ai même entendu parler du concept de immaculate disinflation, la désinflation sans douleur, exactement ce que dit Thibault, hein. Pas besoin de faire monter le taux de chômage aujourd'hui pour obtenir une désinflation confortable pour la Réserve fédérale américaine. Difficile à savoir. Je crois que d'abord, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par un soft landing. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, il y aura un ralentissement, donc une décélération économique aux US. Pourquoi? Déjà, l'investissement fixe est négative pendant les dernières trois trimestres. Et maintenant, le consommateur en fait, la consommation a été soutenue par une descente agressive du taux d'épargne. Et le taux d'épargne aux US maintenant est arrivé à plus ou moins au minimum qu'on a vu, le point plus bas qu'on a vu depuis dans toute l'histoire qu'on a devant nous depuis les années 50. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter sans cesse. Avec ça, à mon avis, le consommateur va se ralentir cette année, même s'il y a moins de pression sur les revenus réels venant de l'inflation. On aura peut-être même des salaires réels positifs à un certain stade. Peut-être. Mais avec le fait que le taux d'épargne est aussi bas, je crois forcément il y aura un ralentissement, une décélération. Donc l'économie, je crois, il y aura des taux de croissance moins importants. Est-ce que ça, pour moi, c'est pas un hard landing, mais je crois non plus que c'est pas un soft landing. Il y a simplement une décélération, probablement pas récession, mais en même temps descente de l'inflation. C'est ni l'un ni l'autre pour moi, mais à mon avis, c'est un environnement qui est positif pour la plupart des classes d'actifs. Oui, le marché n'ignore pas qu'il y a quand même un ralentissement à venir. Alors peut-être que la séquence du ralentissement est reportée dans le temps, mais tout le monde a en tête que ce ralentissement va se matérialiser quand même à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si tout le monde a ça en tête, mais moi je l'ai en tête. Oui, j'entends. Et c'est pour ça que je pense que les taux longs vont continuer à descendre. Et cette descente des taux longs va permettre une expansion des ratios de valorisation côté action. Et l'année dernière, ce n'était pas des problèmes de rentabilité, ce n'était pas des problèmes de bénéfices qui a provoqué les pertes côté action, c'était l'inflation et l'impact sur les taux longs qui a déprimé les ratios. Ça a été un de-rating, ça a été vraiment un phénomène de dévalorisation des actions. Oui, donc tant qu'il y a cette descente des taux longs, pour moi, je suis tranquille sur les actions. J'entends. Bon, sur le schéma de marché, Thibault, alors on évoquait la période de publication de résultats, François en parlait. Oui, effectivement, c'est un facteur de soutien important. Ça va être le driver principal peut-être pour la performance des marchés actions cette année, ou est-ce qu'il y a l'expansion de multiples qu'on a déjà constaté, qui s'est déjà manifestée depuis plusieurs mois maintenant? C'est jamais un driver suffisant pour les marchés, c'est un plus. L'année dernière, si on a regardé que les résultats de toute l'année, qu'on n'a pas vu le marché, vous pouvez vous attendre à ce qu'en Europe on ait fait plus 15, ce qui n'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc je veux dire, ça suffit jamais. Mais c'est un élément très favorable. Les banquiers centraux gagnent quand même globalement. En revanche, s'ils gagnent et que les résultats sont pourris, ça marche moyennement. S'ils gagnent et que les résultats sont bons, ça marche bien. Une observation, avant de passer sur les résultats, qui amusera peut-être l'auditeur. Il faut quand même se rendre compte que ça fait quand même 6 mois qu'on parle de l'erreur massive de la Fed qui fait n'importe quoi. Dans un marché où la croissance va être plus haute qu'attendue, l'inflation va être plus basse qu'attendue et le taux de chômage ne monte pas. C'est quand même intéressant, hein. Et on dit tous, ils font n'importe quoi. Ce qui est quand même montre que c'est quand même pas un job très facile, parce que pour que les gens soient contents, globalement, il faut faire monter le marché. Je crois que quoi qu'ils fassent, de toute façon, on entendra toujours le discours qu'ils font n'importe quoi. En fait, le baromètre, c'est le marché. C'est-à-dire que si le marché ne monte pas, c'est que c'est pas bon, alors qu'en fait, fondamentalement, sur le résultat, si on juge aujourd'hui ce qu'ils ont fait, le résultat,
C'est quand même pas non plus grand-chose à dire, sauf à avoir prévu la guerre en Ukraine, il est allé plus vite, mais bon. Mais ça veut dire, non mais juste petite parenthèse, ça veut dire que quelques mois de taux réels 10 ans positifs aux États-Unis, oui, ça produit les résultats qu'on observe aujourd'hui. On est déjà, ce choc monétaire, il est déjà visible. Enfin, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà le résultat du choc monétaire. Oui, c'est déjà en cours. Après, il n'y a pas que ça. Et puis, il y a une boucle de retour économique, une boucle de retour climatique qu'on connaît. C'est-à-dire que, on le voit bien en Europe, il fait trop chaud, du coup, on se chauffe moins, du coup, on consomme moins d'énergie. Oui, bien sûr. Mais une partie des résultats qu'on voit, on peut le mettre au crédit des banques centrales. Ah bah là, on commence à avoir des mouvements qui commencent à dater de plusieurs mois. Donc, ça commence. Après, on est encore tôt. Sur les marchés, ce qu'on peut noter, c'est que les investisseurs doivent avoir 3 points en tête. Le premier, c'est que les résultats d'un trimestre n'ont pas beaucoup de sens. C'est-à-dire quand on a des sociétés qui ont parfois une partie de leur business où tout le monde est coincé à la maison, parfois ne peuvent pas produire, parfois ont des gens qui viennent de sortir, qui sont booming, les comparaisons sont compliquées. On l'a vu par exemple dans les séances de résultats de LVMH, on leur disait la croissance des salaires, eux ils ont répondu, regardez par rapport à 2019, quasiment tous les trimestres c'est la même chose. Donc en fait la réalité c'est que de plus en plus de sociétés font des comparaisons sur des périodes longues. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une problématique d'effet de base sur le change avec des mouvements d'une violence qu'on a rarement vue. Ce qui fait que, par exemple, au 4e trimestre, on est déçu des résultats des GAFAM. Ils ont certains consommateurs qui n'étaient pas forcément accessibles, mais il ne faut pas oublier qu'au 4e trimestre 2021, l'euro-dollar est en moyenne à 1,15. Au 4e trimestre dernier, il est en moyenne à 1. Et c'est pareil contre quasiment toutes les devises. Quand il y a un écart de 15%, on est moins compétitif, on a des chiffres d'affaires étrangers ramenés qui sont beaucoup plus bas, donc ça donne des mauvais résultats. Pendant ce temps-là, en Europe, les résultats sont excellents. Et puis le troisième point, c'est qu'il y a un wake-up call, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que Goldman Sachs qualifiait de downgrade top-down des bénéfices. C'est-à-dire qu'il disait l'économie étant pas terrible, les bénéfices vont être plus bas qu'attendus, ce qui est un concept qui est intellectuellement un peu discutable. Et ce qu'on constate, c'est que quand des sociétés, par exemple, de semi-conducteurs ont 2 ans de carnet de commande, comme le fleuron européen LVMH, qui est la plus grosse ASML, qui est la plus grosse capitalisation européenne avec LVMH, quand ils disent on a 2 ans de carnet de commande, du coup, il faut leur croissance, en fait. Et on a vu beaucoup de doutes sur des sociétés comme ASML ou ASMI. Et en fait, les résultats ont montré que ça allait très bien. Donc, globalement, des résultats très bons en Europe, moins bons aux US, qui s'expliquent par un effet de vis très important qui est en train de se combler un peu. Et dans les 2 cas, aucune zone d'effondrement. Tout au plus, pour les plus circonspects, la question de savoir si l'ère GAFAM est peut-être pas en partie jouée. Et si les champions européens, qui eux prennent le là, sur le luxe, sur les valeurs vertes, sur ASML, s'il n'y a pas un mouvement de leadership, ça c'est des choses intéressantes. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'investisseur européen, les périodes de résultats produisent quand même assez peu de situations très crispantes ou très préoccupantes, et plutôt un sentiment d'une résilience qui est très forte, ce qui est quand même encourageant. Moi, je suis frappé. Alors, vous avez cité l'industrie des semi-conducteurs, mais même l'industrie en général. Quand vous discutez avec des patrons, mais le patron de ST Micro, que vous osez lui évoquer la possibilité d'une crise, il dit, alors, des crises, moi j'en connais plein, mais ma crise que j'ai aujourd'hui, c'est une crise de production. Je n'arrive toujours pas assez à produire par rapport à la demande que je dois servir. Non, mais parce que le mot crise, dans l'imaginaire collectif, par rapport aux crises qu'on a vécues les dernières, c'est des crises de demande, c'est des crises de surinvestissement, c'est des crises... Et là, c'est vraiment l'inverse total. On peut le dire, les multiples, malgré le rattrapage des marchés, les multiples restent assez proches de la moyenne historique. En Europe ? En Europe. Ouais. J'ai vu 13 fois sur le stock 600, c'est ça, forward. On est sur les États-Unis bien au-delà. Oui, 19 sur les S&P, j'ai en tête. Si on retraite un peu les GAFAM, on revient sur des niveaux qui sont... il y a toujours une prime de toute façon, donc elle est pérenne cette prime finalement à la fin sur les US, mais globalement on est revenu à des moyennes historiques. Ouais. S'il n'y a pas de déception particulière, on n'a pas une angoisse existentielle sur ces niveaux de valo sur les marchés européens. Et on a quand même, il faut le dire, de la liquidité qui a été remise sur le marché, liquidité de banque centrale, essentiellement la Banque de Chine et puis le Japon qui ont participé à cela. On a malgré tout énormément de liquidité aussi côté investisseurs. On voit d'ailleurs sur les aspects de couverture, etc., que ce qui se passe sur les marchés fait mal à beaucoup de gérants. J'ai vu là dans l'enquête BOFA Fund Manager Survey mensuelle, là, c'est encore plus de 5% de cash dans les allocations, dans les portefeuilles. Le prix de la couverture contre une baisse de 10% du S&P au plus haut historique. Ça fait partie des choses qui sont des éléments clés qui font qu'à un moment donné, on peut avoir aussi un retour de flux acheteurs sur les indices, sur les catégories d'actifs risqués. Je crois qu'on a déjà commencé à le voir, notamment sur la partie obligataire corporate et notamment sur le high yield où il y a eu de la collecte, mais il y a encore plein de classes d'actifs qui ne sont pas encore reparties. Je pense aux small caps européennes, par exemple, qui
pédalent un peu depuis le début de l'année et qui ont fait face l'année dernière à des rachats tout au long de l'année, clairement une classe d'actifs qui est en retard et qui a un potentiel de rebond significatif. Et pour vous, c'est une question de temps, François? C'est juste une question de temps avant de voir à nouveau des flux positifs arriver sur ces classes d'actifs. Actions européennes, on a dû voir 2 semaines de collecte positive sur les actions européennes après 50 semaines de décollecte. Donc pas d'être extrêmement positif, mais on n'est pas à l'abri d'avoir d'une bonne nouvelle, d'avoir des marchés qui franchissent leur plus haut, qui continuent d'accélérer, parce que à un moment, cet argent va devoir s'investir s'il n'y a pas de raison particulière à ce que ce ne soit pas possible. Et objectivement, d'aggravation de risques géopolitiques, ça fait partie des éléments qui sont possibles. Il n'empêche que c'est pas sur cette possibilité-là que les investisseurs tablent leurs investissements à court ou moyen terme. Tout le monde est prêt. Je voyais dans l'enquête, 70% des investisseurs pensent qu'il n'y aura pas d'accalmie sur le front de la guerre en Ukraine, par exemple. Voilà. Et ça n'empêche pas qu'on a retrouvé les sommets pour les indices européens en cette séance. Donc, on peut avoir un effet d'accélération comme ça, avec comment vous appelez ça, le FOMO Oui, moi et tout le monde, c'est pas... Mais, alors, puisqu'on y est, la vraie question, c'est toujours pondérer ça pour nos clients, parce que la vérité, c'est que il n'y avait pas d'alternative à l'investissement pendant quelques temps. Aujourd'hui, on a capacité de se mettre dans des positions d'attente qui sont plus confortables que ce qu'on a connu sur les 10 dernières années, et que des clients où on pouvait avoir des profils très agressifs, il n'y a pas forcément nécessité aujourd'hui d'être investi à 100% sur des portefeuilles pour essayer de faire gagner de l'argent à nos clients. On a la capacité d'aller trouver de la rémunération avec peu de risques, plutôt à court terme, avec peu de risques de signature. Aujourd'hui, on est déjà un peu payé. Et il y a peut-être des choses à faire sur la partie longue des taux, parce que si le scénario est plutôt celui de ralentissement de l'inflation, il y a de bonnes chances que les taux longs se détendent et qu'on puisse encaisser assez rapidement un certain nombre de choses. Paul, sur ce rallye des actifs risqués, crédit, actions, c'est vraiment le pain trade, en tout cas c'est décrit comme ça, le rallye qui fait mal, parce que beaucoup d'investisseurs sont peut-être pas assez investis sur ces actifs risqués aujourd'hui. Est-ce que cette seule mécanique peut nous permettre d'envisager que le mouvement est peut-être pas terminé de ce point de vue-là ? Oui, peut-être. Je crois qu'après une année comme 2022, les investisseurs, ils étaient tétanisés, ils ne voulaient rien faire, donc ils étaient très surpris par le relance qui a débuté, je crois que c'était le mois d'octobre. Octobre, oui, bien sûr. Ou novembre. Et on attend toujours, vu qu'il y aura une consolidation, et ça n'arrive jamais. Maintenant, on a une espèce de consolidation, mais ça se fait toujours dans la doute. Donc, est-ce que vraiment c'est une phase de consolidation, ou est-ce que c'est le début d'une autre phase baissière? Donc, je crois que pas mal d'investisseurs, ils ont toujours trop de liquidités, et je suis d'accord qu'ils auront besoin. Plus que ça remonte, plus qu'il y aura une tendance de OK, maintenant il y a une capitulation, il faut que j'investis. Ouais. Un crack à la hausse, quoi. Oui. Non, mais oui. Ouais. On avait besoin de cette phase de consolidation. On a eu un mouvement assez important, agressif depuis quelques mois. Moi, je prends toujours l'exemple de la Chine, les actions chinoises, que tout le monde se méfiait. Et donc, on a vu une belle rebond. Ininvestissable. C'était ininvestissable. La Chine, en septembre 2022 encore. Exactement. Et moi, dans mes allocations modèles, je crois que c'était vers le mois de juin, je suis passé au maximum. Donc, c'était trop tôt. Mais finalement, ça a marché. Mais il est vrai qu'il y avait beaucoup de réticence en parlant des gens, en faisant des présentations. Un des éléments où il y avait le pushback, c'était les actions chinoises. Ouais. Mais il y a 2 ans, tout le monde les voulait. Mais une fois qu'il y a une tendance qui se met en place, voilà, les gens ils sautent dessus. Donc je crois que dans pas mal d'endroits dans les marchés, il y aura cette espèce de capitulation finalement. Ah oui, donc c'est vraiment...
Qu'est-ce qui pourrait venir casser ce risque à la hausse, puisque c'est bien ce que vous décrivez, Paul. S'il faut réfléchir en sens inverse, qu'est-ce qui fait que la consolidation qu'on peut observer pourrait prendre l'allure d'une rechute un peu plus prononcée? À mon avis, ça revient toujours à l'inflation. Ouais. Si vraiment on se trompe autour de cette table et que l'inflation se relance et que la Fed a besoin de continuer à remonter les taux pendant la durée de cette année, peut-être en 2024, oui, ça sera très difficile pour la plupart des classes d'actifs. François? Et ça, alors, comment elle pourrait redémarrer? Parce que si on continue cette... Oui, c'est ça. Je cherche le là où risque, il y a en eu fait. de la Voilà. surépargne, très longtemps, il y a un endroit, c'est la Chine. C'est à quelle vitesse l'épargne, les trillions d'épargne chinois, de surépargne liés au confinement divers et variés de 2022, vont se déverser à la réouverture de l'économie. Et force est de constater pour l'instant qu'on ne le voit pas. On le vit au travers des valeurs du luxe qui ont fortement rebondi. Ouais, le marché a acheté une histoire qu'on n'a pas encore vue. Mais on n'a pas encore vu, en tout cas au niveau des données de matières premières, du fret, etc. Tout ce qu'on peut regarder comme indicateur d'inflation, qui pourrait rebondir lié à ça, on n'a pas vu se matérialiser ce risque-là. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à accepter cette idée que la désinflation va se poursuivre et que c'est plutôt un signal positif. Oui, j'entends. Oui, le risque d'une reprise chinoise qui serait super inflationniste, voilà. Oui, c'est ça. C'est pas dans le radar du marché aujourd'hui sur ce risque, Thibault. Et puis sur le rallye, là aussi, on entend toujours encore beaucoup de critiques. C'est un rallye poubelle, il n'y a que les saletés qui montent. Non, mais on le lit, on l'entend. Le trashy rally, c'est que des rachats de short, 300 milliards de rachats de short et rien d'autre à ce stade. Non, mais il y a des critiques encore. Non, bien sûr, après, au plus historique, LVMH, ça paraît pas l'exemple même de la boîte. Non, non mais il n'y a pas que LVMH dans les marchés. C'est... Le top perf de l'indice européen, c'est LVMH et SML. C'est quand même pas vraiment les boîtes les plus poucraves. Je veux dire, tout ce qui est, on va dire, non rentable, ne sont pas les choses qui ont vraiment remonté, ou pas le plus. Donc, il n'y a pas cette notion-là. Je pense que... Là, il y a un mot sur la Chine, il y a quand même une difficulté, c'est que historiquement, la Chine vend pas cher. Et donc, les prix à la production chinois qui baissent, par exemple entre 2016 et 2020, entraînent l'inflation européenne particulièrement à la baisse. Puisque globalement, les Chinois font des trucs de merde que nous, on achète. Donc, c'est quand même ça le véhicule de base de transmission dans l'économie. Le point est de dire qu'une Chine ouverte, c'est historiquement un véhicule de déflation. C'est pas un véhicule d'inflation. Parce qu'une Chine ouverte, c'est une Chine où les gens peuvent travailler. Pays où, globalement, les partenaires n'ont pas été très contents qu'ils puissent rien produire pendant des années, réfléchissent plutôt à d'autres solutions, où les expatriés qui se sont fait clouer leurs portes parce qu'ils avaient le Covid n'ont pas tellement aimé. Donc aujourd'hui, l'enjeu de la Chine, c'est quand même de montrer sa place pour garder son leadership là-dessus. Donc il est probable qu'elle donne plutôt tout pour avoir des prix le plus bas possible. Donc l'idée que l'ouverture chinoise est très inflationniste, c'est historiquement un truc qui est quand même un peu particulier parce que c'est quand même pas comme ça que ça se passe. Alors après, c'est vrai que l'argument qui est de dire sortie de confinement européen ou américain, ça a donné ça, donc ça peut le faire, paraît assez juste, si ce n'est que la consommation européenne, américaine, surtout américaine, sont des très gros enjeux pour l'inflation mondiale. La production chinoise est peut-être plus importante que la consommation chinoise. Et donc peut-être qu'une production chinoise moins contrainte est un vecteur plus important que la consommation chinoise. Ceci étant dit, ça peut se débattre. Sur la qualité du rallye, c'est toujours la même chose. Vous savez, ça démarre toujours dans un certain scepticisme. Ce qu'on constate surtout, c'est qu'à la fin, on achète des entreprises. Qu'on a acheté d'entreprises en disant... là, elles ne vont plus rien valoir, elles ne vont plus rien faire. Vous prenez l'exemple de ST Microelectronics, c'est quand même une société qui connaît un rebond depuis le début de l'année qui est énorme. 30%, payer 11,2 ou 11,3 fois les résultats post ce rallye pour une boîte qui fait des croissances à 2 chiffres. Et quelque part, je pense qu'un des enjeux particulièrement en Europe, c'est que le marché n'a pas intégré le changement de l'Europe. C'est-à-dire que je vous donne une statistique, par exemple, si vous prenez le top 10 de l'indice européen. En 2010, vous aviez des sociétés comme Total, vous avez des sociétés comme Sanofi, mais vous n'aviez pas de sociétés à forte croissance. Et encore avant, vous aviez du Alcatel, du Orange, qui faisait rêver personne. Ce top 10, aujourd'hui, sa croissance, ses résultats sur les 3 dernières années moyennes, il est autour de 4%. Le top 10 actuel, il est à 10 de croissance sur le stock 50. 10 de croissance. Et donc l'argument que l'indice se paye plutôt moins cher qu'historiquement, avec 2 fois plus de croissance qu'historiquement,
en théorie, une société individuelle qui a 10 de croissance se paye plutôt moitié plus ou 2 fois plus. Donc on pourrait tout à fait argumenter que le CAC pourrait se payer 20 fois les résultats, ce qui, compte tenu du niveau de croissance qu'il a, pareil pour l'Eurostoxx, est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a plus de croissance dans certaines sociétés qui montent, ou même des sociétés liées à la transition, je ne sais pas, des Schneider, qu'il y en avait à l'époque dans BBVA ou Santander. Donc aujourd'hui, on est sur un indice qui, non seulement n'est pas très cher, sort des très bons résultats, mais également quand même a une structure, un profil, en termes de croissance, qui n'est pas du tout le même que celui qu'on avait à l'époque, qui s'est trouvé des champions. Et donc cette idée de dire qu'aujourd'hui c'est tout pourri et que si c'est haut, c'est que c'est beaucoup trop, ça me paraît discutable. En revanche, on pourrait dire qu'au contraire, on a un rallye de qualité. Rallye de qualité puisque les grosses boîtes, les moins sensibles aux perturbations, aux problématiques d'affacturage, ont énormément rebondi. Et les small caps qui ont perdu 20% l'année dernière sur les indices français ou européens rebondissent beaucoup moins. Donc quelque part, si on avait un rebond que des small, on pourrait se dire ça. Moi, je pense qu'au contraire, le rallye est complet. C'est-à-dire que les small qui ont fait des très beaux résultats, comme elles sont à l'écart des flux, on est en train de compléter le rallye sur les valeurs de top qualité et de le regarder avec des flux qui reviennent sur les valeurs plus petites. Je pense que c'est en ça qu'il est incomplet. Mais je pense qu'en revanche, il peut être intéressant de sortir de cette logique. Les US, c'est mieux que nous parce qu'ils ont de la croissance et pas nous. Et bien regarder les structures d'indices qui évoluent et qui, à mon avis, racontent plus tout à fait la même histoire que celle qu'on racontait il y a 10 ans, où effectivement, il faut bien l'avouer, les valeurs de l'Eurostoxx n'intéressaient pas grand monde à l'étranger. C'est pas forcément tout à fait aussi vrai aujourd'hui. Ah bah oui, je dis simplement que normalement, pendant les relances marché, comme on dit en anglais, il y a souvent ce dash for trash. Mais cette fois-ci, je suis d'accord que oui, si on regarde le facteur value, ça a bien performé, mais le facteur croissance aussi a bien performé. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette descente des taux longs qui a provoqué le relance du marché. Justement, où est-ce que vous êtes confortable aujourd'hui dans les stratégies d'investissement, les allocations modèles que vous pilotez, Paul, venant effectivement d'un marché qui était quand même très monofactoriel, croissance GAFAM pendant très longtemps, avec un champ des possibles qui s'est rouvert, vous le disiez, voilà, ceux qui sont plutôt croissance trouvent leur compte aujourd'hui, ceux qui sont value sont très contents également de la période. J'ai l'impression que tout le monde y trouve un peu son compte. Quel choix il faut faire ? En fait, j'ai du mal à faire ce choix. Parce que je vois les deux côtés. Mais à mon avis, les marchés... Qu'est-ce qu'ils ont fait, les marchés ? On est dans une phase de décélération économique. On peut dire qu'on est dans une phase de contraction. Et normalement, dans ces phases-là, les actions ne performent pas très bien. Il y a les pertes. C'est la dette souveraine qui performe bien. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Parce que, à mon avis, les marchés, les investisseurs sont en train de... Ils ignorent la vallée dans l'économie. Ils regardent l'autre côté, ils observent... La remontée. Ils attendent la remontée. Et donc, c'est pour ça que les valeurs de value performent bien aussi. On joue déjà une réaccélération du cycle qui viendra après le ralentissement. Et c'est pour ça que j'ai du mal à choisir entre value et croissance. Mais à mon avis, la performance de value sera peut-être un peu plus durable que la performance du croissance, parce qu'un de ces jours, la descente des taux longs arrivera à terme. Oui, et on ne reviendra pas au taux négatif et au taux zéro. J'espère que non. On espère que non. Intéressant. C'est très intéressant, puisque dans nos allocations 2022, on n'a pas tout bien fait. On a un truc qu'on a plutôt bien fait, c'est qu'on avait dans les allocations, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, grosso modo 2/3 de value, ce qui n'est pas a priori le poids normal de cette classe d'actifs dans les allocations de nos clients. Ça nous a beaucoup aidé l'année dernière. On a commencé à rééquilibrer ça septembre-octobre. Et pour l'instant, on garde cet équilibre qui reste quand même un peu un pari value, parce que la vérité, c'est que globalement... Que la value soit encore aussi soit équilibrée avec la croissance, c'est déjà un tilt value par rapport au reflet du marché. Il n'empêche que dans notre gestion collective, il est évident qu'on privilégie la qualité, parce que c'est là où on a des choses à regarder. Vous avez la forte croissance qui va être très sensible au taux et qui va pouvoir se détendre en termes de remonter en termes de multiples dans la détente des taux longs. Et vous avez les valeurs, on va dire, les dividendes d'aristocrates, toutes ces valeurs de fonds de portefeuille un peu qui ont endormi nos indices pendant de nombreuses années, mais qui peuvent former un socle intéressant pour la base de l'investisseur dans nos allocations européennes en tout cas.
Et je partage clairement la vision des small caps, c'est-à-dire que nous, on est allé au bout de cette démarche-là. On a acquis une société de gestion Oui, vous l'avez raconté la dernière fois, spécialisée dans effectivement. cette classe d'actifs-là, Ouais. parce qu'on n'arrivait pas vraiment à l'adresser comme on le souhaitait, et on a enfin trouvé un véhicule pour le faire pour nos clients. On est en train de monter en puissance sur ce véhicule-là. Je suis frappé de voir que les flux ne reviennent pas très vite sur cette classe d'actifs, et on peut comprendre par rapport aux inquiétudes qu'on peut avoir. Mais, clairement, c'est dans une deuxième phase de marché qu'on peut avoir un rattrapage, mais je suis assez convaincu que ce rattrapage peut être avec une belle ampleur par rapport au large cap. Donc le début d'année est plutôt équilibré, avec encore un peu plus de value que ce qu'on a traditionnellement dans nos allocations, et c'est un peu la même chose aux États-Unis en vérité. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, avec des marchés européens qui ont terminé autour de l'équilibre. Maigre gain pour le CAC 40 à l'arrivée ce soir, plus 0,07%. On clôture néanmoins au-delà des 7200 points à Paris. François Chollet, Montségur Finance, Paul Jackson, Invesco et Thibaut Prébet, la financière Arbevel, étaient les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.